Alors, salam rahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMAS 3, module probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le chapitre 4, variable aléatoire à densité, et exactement la section quelques lois de densité initiale, on va traiter la loi normale, grand N de paramètres mi et sigma carré. Et puis, on va traiter le cas spécial si la loi normale sont très réduite de paramètres mi égale à 0 et sigma égale à 1. Alors, je commence par la loi normale. Donc, définition. Soit x est une variable aléatoire continue et définie sur un espace probabilisé oméga a et p. Alors, on dit que x suit la loi normale. Il est dit aussi gaussien ou bien loi de la place Gauss qu'on note grand N et elle a deux paramètres. Il y a mi et sigma carré. Le mi, c'est un scalaire dans R. Et le sigma ici, elle est strictement positive. Donc voilà, la loi normale qu'on note grand N, elle a deux paramètres, mi et sigma carré. Si il admet pour densité de probabilité la fonction f indice x définie sur R de la façon suivante. Et donc voilà la densité de probabilité d'une variable aléatoire qui suit une loi normale, ici deux paramètres mi et sigma carré. Alors le sigma, elle est là. Et donc automatiquement, sigma, elle est différente de 0. Et de plus, nous, on a supposé que le sigma est strictement positif. Et le deuxième paramètre, le mi, voilà, elle est là. Donc vous avez x moins mi. Et ici, le tout au carré. Et donc voilà le noyau gaussien. Il admet cette forme-là. Et donc vous avez ici la fonction exponentielle. Alors regardez ici. J'ai donné trois allures de la densité f indice x. Donc voilà, il y a une courbe en bleu. Il y a une courbe en rouge. Et une courbe en verte. Et pour les trois courbes ou bien les trois allures, toujours qu'est-ce qu'il y a? Il y a un axe de symétrie. Donc voilà, la courbe en noir ici, il y a un axe de symétrie. La courbe en rouge ici, voilà, il y a un axe de symétrie. Et exactement, c'est quoi l'équation de cet axe? Voilà, vous avez un axe horizontal d'équation x égale à mi. Exactement, voilà, x égale à mi. Donc la même chose ici. Vous avez un axe de symétrie ici. C'est l'équation verticale, ou bien c'est la droite verticale d'équation x égale à 1000. Le cas particulier ici en bleu, ben c'est une fonction paire. Voilà, l'axe de symétrie ici c'est quoi? C'est l'axe d'ordonnée d'équation x égale à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici la courbe en bleu? C'est-à-dire mon mi égale à 0 et le sigma égale à 1. Et donc voilà, vous avez ici le cas particulier. La lyre ou bien la courbe en bleu, c'est une fonction paire. Ici, la courbe en rouge, mi égale moins 1 et sigma, toujours strictement positif, égale à 1. La courbe en verte, mi égale à 0, c'est-à-dire c'est une fonction paire. Voilà, l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. Et le sigma égale à 2. Maintenant, regardez, toujours, c'est quoi la limite lorsque x tend vers moins l'infini de cette densité? C'est 0. Et donc voilà, si vous calculez ici la limite, vous avez exponentielle et un signe moins. Et donc la limite ici, lorsque x tend vers moins l'infini ou bien tend vers plus l'infini, toujours c'est 0. Et donc voilà, la limite au moins l'infini c'est 0. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a? On a une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Et exactement c'est quoi cette asymptote? C'est l'axe des x. Et effectivement, si vous dérivez ici la fonction, pour connaître les variations, bien, pour dresser la variation et le tableau de variation de la fonction f indice x sur R, ben vous allez trouver que cette fonction, elle est croissante. Et elle atteint un maximum ici. Et après, elle est décroissante. Donc ça, c'est un simple exercice. Donc vous pouvez dériver ici pour trouver le tableau de variation, bien, pour voir le signe de variation de la fonction f sur R. Alors maintenant, proposition. Soit x est une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé oméga a et p, continue et qui suit la loi normale n de paramètres mi sigma carré, alors, voilà l'importance pour une loi normale. Ce que l'espérance de x, c'est quoi? C'est le premier paramètre, c'est mi. Et la variance de x, c'est quoi? C'est le deuxième paramètre, sigma carré. Et donc, une loi normale, n
comme j'ai dit, c'est une loi gaussienne, on l'appelle aussi une loi de Laplace Gauss. Le premier paramètre, c'est la moyenne, c'est l'espérance. Et le deuxième paramètre, c'est la variance exactement. Alors, preuve, donc voilà, on va démontrer cette proposition. Mais je note ou bien je déclare ici une remarque très importante. Avant de faire les calculs, il faut justifier l'existence des intégrales qui sont liées à la densité. Et on a ici combien d'intégrales? Il y a le premier intégral, vous avez une densité. Normalement, on doit démontrer que l'intégrale est égale à 1. On ne va pas faire ça, mais au minimum, on doit démontrer que cette intégrale, il existe. Et la même chose, lorsqu'on veut calculer l'espérance, il faut justifier que l'intégrale liée à l'espérance, il existe. Et la même chose, l'intégrale liée à la variance, il existe. Alors le problème, il est où ici, pour chaque intégrale? C'est au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser des tricks que vous connaissez bien pour justifier l'existence ou bien la convergence des intégrales dans des bornes infinies. Alors je vais calculer par exemple, voilà, je vais commencer par plus l'infini. Je vais calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x carré fois la densité. Donc voilà, ça c'est la densité f indice x, donc x carré fois la densité. Alors cette limite égale à 0. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la définition de la limite. Qu'est-ce que ça veut dire cette limite égale à 0? Donc, quel que soit epsilon positif, voilà, mon epsilon c'est 1. Il existe A strictement positif, tel que pour tout x supérieur à A, donc voilà, vous avez x assez grand, la densité elle est inférieure à 1 sur x carré. Normalement, qu'est-ce que vous allez avoir ici? X carré fois la densité, elle est inférieure à 1, c'est mon epsilon. Puisque la limite c'est 0. C'est-à-dire la densité elle est inférieure strictement à 1 sur x carré. Et dans ce cas, voilà, pour tout x qui est assez grand, voilà, x il est supérieur à a, je peux passer ici à l'intégrale. Et donc ici, l'intégrale de a plus l'infini, elle est inférieure à l'intégrale de a plus l'infini de 1 sur x carré. Alors je vais utiliser un critère de comparaison. Voilà, j'ai deux fonctions positives. Alors l'intégrale ici qui est à droite, l'intégrale de a plus l'infini, mon a, il est très grand, supérieur à 1, ça c'est une intégrale de Riemann. Il converge. Voilà, vous avez ici le alpha, c'est 2, il est supérieur strictement à 1. Et donc l'intégrale ici, il converge, et donc automatiquement, l'intégrale de cette fonction, c'est-à-dire voilà, l'intégrale de ma densité au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire de a jusqu'au plus l'infini, il converge, il est fini. Et on va faire la même chose maintenant. Au voisinage de moins l'infini. La même chose, je vais calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. J'applique le même truc. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x inférieur strictement à a. Et dans ce cas, vous allez avoir l'intégrale de moins l'infini à grand A. Et je peux faire un changement de variable pour obtenir une intégrale de a jusqu'au plus l'infini. Mais toujours la fonction ici, il est paire. Et j'applique le critère de Riemann. Donc, voilà, j'ai utilisé l'intégrale de Riemann, un critère de comparaison, le truc des limites que vous connaissez pour justifier l'existence des intégrales. Et en plus de ça, on peut démontrer même que, voilà, ça c'est une densité. Donc c'est intégrale égale à 1. Mais ça, ce n'est pas le cas ici. On va le passer. Et je peux faire la même chose. Lorsque je veux calculer l'espérance, c'est-à-dire ici il y a un x, je vérifie l'existence de l'intégrale de même façon. Ou bien de la même façon. Je calcule les limites, et après je trouve un critère de comparaison, une intégrale de Riemann. La même chose pour la variance ici. Maintenant, ça y est, une fois que j'ai justifié l'existence des intégrales, ça y est, je vais démontrer que l'espérance des lois normales, c'est le premier paramètre, c'est le mi qui est ici. Et la variance des lois normales, voilà, c'est le deuxième paramètre, c'est sigma carré ici. Alors voilà, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais commencer par l'espérance. J'utilise ce changement de variable. Je vais poser y égale x moins mi. Vous allez voir pourquoi. Alors, l'espérance de x, par définition, voilà, elle est là. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x fois la densité. On a justifié précédemment l'existence de cette intégrale via le critère de limite et l'intégrale de Riemann. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mon x, je vais l'écrire x moins mi plus mi. Donc voilà, j'ai ajouté, ou bien j'ai retranché mi et ajouté mi. Pourquoi? Ici, regardez, mi fois cette intégrale égale à 1. Ah, c'est une densité de probabilité, f indice x, voilà. C'est mi fois 1. Et ici, voilà, c'est mon changement de variable. Y égale x moins mi.
Et donc voilà le changement de variable. Vous allez avoir ici, ça y est, je remplace ma densité f indice x pour y. Donc vous allez avoir ici exponentielle moins 1 demi y carré sur sigma carré, dy ici. Et voilà mon x moins mi, c'est simplement y. Ben pourquoi j'ai fait ça? Alors cette intégrale égale à quoi? Égale exactement 0. Ben pourquoi? La première des choses, remarquez, la fonction qui est à l'intérieur ici, c'est une fonction impaire. Et l'intégrale ici de moins l'infini à plus l'infini, ben, par définition des intégrales généralisées, je peux l'écrire, c'est quoi? C'est la limite lorsque grand A tend vers plus l'infini, l'intégrale de moins A jusqu'au A. Alors vous intégrez de moins A jusqu'au A, une fonction qui est impaire, donc l'intégrale égale à 0. Et dans ce cas, la limite ici égale à 0. Et qu'est-ce qui me reste? Mi fois 1 égale à mi. C'est-à-dire l'espérance des lois normales de paramètre mi sigma carré, c'est quoi? C'est le premier paramètre, mi. Maintenant, je passe à la variance. Ben, par définition et d'après le théorème de transfert, voilà la formule de la variance. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. X moins l'espérance x au carré fois la densité. Je remplace ma densité. Voilà, elle est là. Ici, il y a x moins mi, puisqu'on a démontré que mi, c'est quoi? C'est l'espérance des lois normales au carré. Alors, regardez maintenant. Cette fonction, c'est quoi? C'est la dérivée. Voilà, la dérivée, il est là. De cette fonction, mais après, pour avoir cette fonction, je dois compléter. Je dois ajouter ce sigma carré. Voilà. Donc, si vous dérivez cette fonction plus sigma carré fois la densité, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cette fonction. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Ben, la même chose. Cette intégrale égale à quoi? Égale à 1. Donc, vous allez avoir sigma carré fois 1. Voilà, sigma carré fois 1. Maintenant, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la dérivée, et donc l'intégrale de la dérivée, voilà. La fonction qui est à l'intérieur, c'est la primitive. Et donc, voilà la primitive entre moins l'infini plus l'infini. Alors, la limite ici, lorsque x tend vers moins l'infini ou plus l'infini, égale à 0. Donc, vous allez avoir 0 plus sigma carré. Et donc, on a démontré que la variance des lois normales de paramètre mi sigma carré, c'est quoi la variance? C'est le deuxième paramètre. C'est sigma carré. Alors maintenant, je passe à la proposition suivante, et qu'on appelle stability par somme. Et vous allez voir pourquoi. Alors regardez, je vais définir ici x, c'est quoi? C'est la somme de n variables aléatoires, qui sont continues, définies sur le même espace probabilisé, oméga et p, indépendantes, et suivant respectivement, voilà, des lois normales. Voilà, x1 il suit une loi normale de paramètres mi1 et la variance c'est sigma 1 au carré. La même chose jusqu'au xn ici, il suit une loi normale, voilà la loi de Laplace-Gauss, une loi gaussienne. Le paramètre ici mi indice n et on a démontré que c'est l'espérance. Et la variance ici c'est quoi? C'est sigma n au carré. Alors la somme ici, c'est-à-dire la variable aléatoire x, encore c'est une variable aléatoire continue. Et il admet une densité exactement c'est quoi? C'est une loi normale. Voilà. La somme ici, elle est encore gaussienne. C'est quoi le paramètre maintenant? Puisqu'une gaussienne, il a deux paramètres. Le mais ici, c'est l'espérance. Alors c'est quoi l'espérance? C'est la somme des moyennes ici, de chaque variable aléatoire. Et la variance, c'est quoi? C'est la somme des variances. Alors la preuve ici, elle est admise. Normalement, on doit calculer ici la densité de x pour trouver une densité gaussienne. Mais je peux signaler la chose suivante. Regardez, puisqu'ici, c'est la somme des xi. Alors, c'est quoi l'espérance ici, la moyenne? L'espérance, elle est linéaire. Donc, l'espérance de la somme, c'est quoi? C'est la somme des espérances. Voilà. Donc, mi, qui est l'espérance, c'est quoi? C'est la somme des espérances. Maintenant, la variance, sigma carré. C'est quoi sigma carré? Sigma carré, c'est la variance de x. Vous avez la variance de la somme. Mais puisque les variables aléatoires, elles sont indépendantes, alors c'est quoi la variance de la somme? C'est la somme des variances. Voilà, elle est là. Et donc, la somme des variances égale sigma carré. Effectivement, comme j'ai signalé, la preuve est admise. Pourquoi? Parce qu'on doit justifier pourquoi le x suit une loi gaussienne. Donc, on doit chercher la densité, mais ça, je ne vais pas le faire ici. Mais je vais m'intéresser à l'application suivante. Regardez, si je me donne y1 jusqu'au yn, n variables aléatoires réelles qui sont continues, définies sur le même espace probabilisé, oméga et p, indépendantes et suivant maintenant la même loi normale. Donc voilà, vous avez le même paramètre, mi sigma carré. Voilà, c'est-à-dire y1,
il suit la loi normale de moyenne mi et de variance sigma carré. La même chose, Y2, il suit la même loi. Voilà, ils ont la même loi. Y3, il suit la même loi. Jusqu'au YN, il suit la même loi. Et en plus de ça, j'ai ajouté l'indépendance. Pourquoi je veux appliquer la proposition précédente? Alors regardez, je vais définir ici la moyenne empirique. Y bar, c'est quoi? C'est 1 sur n, la somme des Y. Alors, cette moyenne, voilà, cette variable aléatoire, il suit une loi normale. La moyenne, c'est quoi? C'est mi. C'est la même moyenne de chaque Y. Mais la variance, c'est quoi? C'est sigma carré sur n. Voilà. C'est la variance de Y1, par exemple, sigma carré sur n. Alors, pour prouver ce résultat, ben, comme j'ai signalé, voilà, ça c'est une application. C'est-à-dire que je vais appliquer la proposition précédente. Alors, proposition précédente, il y avait des xi. Maintenant, les xi, c'est quoi? Regardez ici. Ça, c'est la somme yi. Je peux faire entrer ce 1 sur n ici. Qu'est-ce que je vais avoir? La somme yi sur n. Et donc, voilà, les xi, c'est quoi? C'est yi sur n. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? La somme des xi. Et on a dit la somme des xi, c'est quoi? C'était x. C'est-à-dire y bar, la moyenne empirique égale à x. Voilà. Moi, y bar, c'est x. C'est la somme des xi. Ça y est, je vais appliquer la proposition précédente. La moyenne mi, c'était quoi? C'était la somme des moyennes mi-i. Mi-i, c'est quoi? C'est la moyenne de x. Alors, l'espérance de xi. Voilà par définition ici. L'espérance, elle est linéaire. C'est l'espérance yi sur n. L'espérance yi, c'est mi. Donc, vous allez avoir ici mi sur n. Alors, la somme de mi, c'est quoi? Ici, la somme de mi sur n. Vous avez combien de termes dans la somme? Vous avez un terme. Donc, la somme de mi sur n, ça donne quoi? C'est mi sur n fois n, ça donne quoi? Je simplifie par n, ça donne mi. Voilà, la somme c'est mi. La même chose ici. C'est quoi sigma i au carré? C'est la variance de xi. Alors ici, la variance. Ben, on connaît que la variance de xi, c'est quoi? C'est la variance de yi sur n égale quoi exactement? C'est la variance de yi sur n carré. Donc voilà, on connaît la formule de la variance ici. Alors la variance de yi, c'est sigma carré sur mon n carré. Voilà, elle est là. Maintenant, la somme de sigma i. Je vais sommer n fois ce terme-là. Donc, n fois, ça y est, je vais simplifier par le n. Qu'est-ce qu'il me reste? Sigma carré sur n. Voilà, sigma carré sur n. Donc, voilà, ça, c'est un résultat très important. Si vous avez n variables aléatoires continues et indépendantes qui suivent la même loi, donc voilà, la loi gaussienne, bien, une loi normale de paramètres mi sigma carré, alors la moyenne empirique de y bar, encore il suit une loi normale. Voilà, ça, c'est l'application de la proposition précédente. La moyenne, c'est mi. Voilà, la même moyenne. Et la variance, c'est sigma carré sur n. C'est-à-dire, c'est la variance ici, sigma au carré sur n. Alors maintenant, je passe à un cas très spécial des lois normales, ou bien des lois gaussiennes. C'est ce qu'on appelle la loi normale centrée réduite. Qu'est-ce que ça veut dire centrée réduite? C'est-à-dire, la moyenne, mi égale à 0. Voilà. La moyenne égale à 0. Et la variance sigma carré égale à 1. Et dans ce cas, la densité, si je remplace, c'est quoi la densité des lois normales centrées réduites? Et 20x, c'est 1 sur racine de pi exponentielle moins 1 demi x carré. Et donc, vous voyez que c'est une fonction paire. C'est pour cela que dans la figure précédente, j'ai signalé que la courbe qui est en milieu, la fonction paire, elle est associée à une loi normale. Et donc, il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, ça, c'est un cas très spécial des lois gaussiennes, ou bien des lois normales, bien loi de Gauss-Laplace, et vous allez voir pourquoi on s'intéresse à ce cas particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un tableau qu'on appelle la table statistique des lois normales. Et cette table statistique, il va nous permettre de calculer quelques probabilités liées à la fonction de répartition de cette loi normale sont très réduites sans passer par les intégrales. C'est-à-dire sans passer par l'intégrale de la densité, je peux avoir des valeurs très très approchées de la fonction de répartition en un point demandé. Mais avant ça, je signale la proposition suivante et je vais la démontrer effectivement. Alors, soit x est une variable aléatoire réelle définie sur un espace probabilisé oméga et p et qui suit la loi normale de moyenne mi de variance sigma carré. Alors, pour tout AP dans R, tel que A différent de 0, encore y, c'est quoi? C'est une transformation linéaire. Il suit une loi normale, voilà le paramètre. C'est A mi plus B, c'est la moyenne. Et le deuxième paramètre, A carré, sigma carré, c'est la variance.
C'est-à-dire, si vous avez une loi normale, alors toute transformation linéaire de cette loi normale, elle est encore normale. Et ça, c'est très important. Je peux dire que ça, c'est une stabilité par transformation linéaire. Si vous avez une loi normale, alors sa transformation linéaire, elle est encore une loi normale. Alors le paramètre, c'est quoi? Je peux connaître le paramètre. Si je veux calculer l'espérance de y, l'espérance elle est linéaire, c'est a l'espérance de x plus b. Voilà, elle est là. L'espérance de y, c'est a espérance de x plus b, c'est-à-dire c'est a mi plus b. Et donc voilà le premier paramètre. Voilà la moyenne. Et la variance ici, c'est quoi la variance de y? C'est a carré la variance de x. Voilà, c'est a carré sigma carré. Voilà, la variance de y, c'est a carré la variance de x, donc c'est a carré sigma carré. Et un cas très particulier, si x suit une loi normale de paramètre mi sigma carré, alors d'après cette transformation, x moins mi sur sigma, cette nouvelle variable aléatoire maintenant z, elle est continue, il suit exactement la loi, voilà, la loi spéciale. Et les lois normales sont très réduites. Et ce deuxième point, il est très intéressant. Il me donne un passage, comment passer de x, une loi normale de moyenne mi de variance sigma carré, à une loi normale sont très réduites, de moyenne 0 et de variance 1. C'est tout simplement bien, effectivement, d'après cette transformation linéaire. Cette transformation linéaire, donc c'est un cas particulier. C'est-à-dire, c'est quoi le A ici? Le A, c'est 1 sur sigma. Et c'est quoi le B? C'est tout simplement moins mi sur sigma. Voilà, donc j'applique ce résultat, je remplace ici. Donc si vous remplacez votre A, comme j'ai dit, c'est 1 sur sigma, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir 0. Et votre B, effectivement, c'est quoi? Il est là. C'est moins mi sur sigma. Donc je remplace, je trouve ici 0. Et je remplace, je trouve ici 1. Voilà, c'est 0, 1. Donc, vous voyez qu'il suffit de démontrer ce premier point pour déduire le deuxième point. Alors, pour démontrer ce premier point, vous avez une loi normale. Et je dois démontrer que la transformation linéaire, encore ici, une loi normale. C'est-à-dire que je dois calculer quoi? Je dois calculer la densité de probabilité de la variable aléatoire y. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la fonction de répartition de y et après, je vais dériver pour déduire la densité de probabilité de y. Donc, voilà. Puisque j'ai un A ici, elle est différente de 0, je vais distinguer deux cas. Alors, si A elle est positive, par définition de la fonction de répartition de y, voilà, f indice y en petit y, c'est la probabilité que y soit inférieur ou égal à y. Voilà, je remplace mon y d'après la transformation linéaire. Cet événement-là, grand y inférieur ou égal à petit y, c'est l'événement grand x inférieur ou égal à petit y moins b sur a. Et ça, c'est quoi? Puisque vous avez x, c'est la fonction de répartition de x au point y moins b sur a. La même chose, si mon a est négatif, puisque le a est négatif, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Au lieu d'inférieur, je vais avoir supérieur. Voilà. Cet événement-là, je vais avoir supérieur. Mais puisque moi je cherche l'inférieur, ça y est, je passe au complémentaire. Ça, c'est 1 moins l'inférieur ici. Et l'inférieur, c'est la fonction de répartition. Effectivement, normalement, le complémentaire, c'est ici inférieur strictement. Mais puisque j'ai une loi continue, inférieur strictement ou inférieur égal, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez une densité ici. Vous avez une loi continue. La probabilité que x prend une petite valeur, ou bien un singleton a, égale à 0. Ah, ça y est, regardez. C'est A positif, la fonction de répartition, elle est là. C'est A négatif, la fonction de répartition, elle est là. Alors, si je dérive la fonction de répartition, je vais obtenir la densité. Effectivement, vous avez A positif et A négatif. Vous avez ici un simplice et un simplice. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais avoir? 1 sur la valeur absolue. Voilà, donc je peux rassembler les deux cas lorsque je dérive en disant que la densité de y, c'est quoi? C'est 1 sur la valeur absolue, la densité. Voilà, dériver ici la fonction de répartition. C'est la densité de x au point y moins b sur a. Alors je connais la densité de x, puisque x est une loi normale de moyenne mi de variance sigma carré. Je remplace, voilà la densité. C'est 1 sur sigma racine de pi exponentielle moins 1 demi. Votre x, c'est celui-là, y moins b sur a. Voilà le petit x, il est là, moins la moyenne sur sigma, le tout au carré. Alors je vais simplifier ici. Qu'est-ce que je vais avoir? A sigma, ici A mi plus B, le tout au carré. Et ici vous allez avoir sigma fois valeur absolue. Alors regardez, ça c'est la moyenne. Donc voilà la moyenne. Elle est là, A mi plus B. Voilà, d'après la définition de la densité normale, ça c'est la moyenne. Et ça c'est quoi? C'est l'écart type.
Mais puisque c'est au carré, pourquoi? Parce que vous allez ici avoir, ou bien on a obtenu une valeur absolue. Normalement ça, sigma fois la valeur absolue, c'est l'écart type. Et dans ce cas, c'est quoi la variance? La variance, c'est l'écart type au carré. Et donc c'est sigma carré fois a carré. Voilà, elle est là. Sigma carré fois a carré. Et comme j'ai signalé pour démontrer le deuxième point, c'est-à-dire comment passer des lois normales, mi sigma carré à une loi normale sont très réduites, c'est-à-dire de moyenne mi égale à 0 et de variance sigma égale à 1, ben, il suffit d'appliquer le premier point, effectivement, en posant A égale 1 sur sigma et B égale moins mi sur sigma. Et finalement, je termine, et voilà, comme j'ai signalé, pourquoi le cas particulier des lois gaussiennes, c'est-à-dire la loi normale, sont très réduites. Ben pourquoi? Parce qu'il est lié à une jolie table qu'on appelle la table statistique. Alors cette table statistique, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner des valeurs très très approchées de la fonction de répartition des lois normales sont très réduites en un point Z qui est positif. Alors normalement, la fonction de répartition, par définition, c'est la probabilité que Z inférieur ou égal à petit z. Mon Z ici suit une loi normale, 0,1. Normalement, par définition, c'est quoi? C'est l'intégrale moins l'infini à petit z, la densité ici. Mais vous allez voir que si je veux par exemple calculer phi de z, sans passer par le calcul de cette intégrale qui demande plus de techniques mathématiques, ben, je vais utiliser cette table statistique. Et vous allez voir pourquoi. Mais avant ça, je vais citer quelques exemples qu'on peut déduire facilement de tout ce qui précède. Ce que la probabilité de cet événement, z supérieur ou égal à petit z, donc supérieur ou égal, supérieur strictement c'est la même chose, je passe au complémentaire, c'est 1 moins la fonction de répartition. Z compris entre A et B, des inégalités ici larges, ou bien strictes à gauche, ou strictes à droite, ou bien strictes dans les deux côtés, c'est toujours quoi? C'est la fonction de répartition au point B moins la fonction de répartition au point A. Voilà, c'est phi de B moins phi de A. Phi de moins Z, c'est quoi? C'est 1 moins phi de Z. Ah, ça c'est très important. Et effectivement, il suffit de faire un changement de variable. Vous allez ici et faire un changement de variable pour démontrer que phi de moins Z égale 1 moins phi de Z. Alors, un cas particulier. Si je prends ici z égale à 0, je vais avoir phi 0 égale a moins phi 0. C'est-à-dire 2 phi 0 égale à 1. Et donc phi 0 égale 1 demi. Voilà, phi 0 égale 1 demi, c'est 0,5. Et maintenant, regardez, ici, z supérieur à petit z, c'est 1 moins la fonction de répartition. Mais si z il est supérieur à moins petit z, c'est la fonction de répartition. Normalement, c'est 1 moins la fonction de répartition au point moins z. Mais on connaît c'est quoi phi de moins z, c'est 1 moins la fonction de répartition. Je remplace ici, je vais avoir 1 moins 1 plus la fonction de répartition, simplement la fonction de répartition. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ces 5 propriétés et la table statistique de la loi normale sont très réduites pour calculer quelques images par la fonction de répartition phi z de quelques points qui sont positifs. Vous allez voir comment faire. Alors voilà ce qu'on appelle une table statistique de la loi normale sont très réduites. Normalement, il y a une ligne ici, voilà la première. Il y a une colonne ici, c'est la première. Alors ce qui est à l'intérieur, ben, les valeurs qui sont à l'intérieur, c'est quoi? C'est phi de z. Donc voilà, vous avez votre z ici. Alors phi de z, la fonction de répartition des lois normales sont très réduites. On a un point z qui est strictement positif. C'est-à-dire par définition, c'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à petit z. Alors la valeur ici de cette probabilité, elle est là, à l'intérieur. Alors un exemple. Si je veux par exemple calculer la fonction de répartition au point z égale 0,25. Ben, par définition, voilà, c'est quoi? C'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à 0,25. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer. C'est quoi 0,25? C'est 0,20 plus 0,05. Pourquoi j'ai fait ça? 0,20 c'est quoi? C'est la ligne dans cette table. Voilà. 0,20 elle est là. 0,2. C'est la ligne rouge. Et 0,05 c'est quoi? C'est la colonne. Voilà. La colonne rouge 0,05. Donc regardez. 0,2 c'est la ligne. Voilà. Elle est là. Et 0,05 c'est quoi? C'est la colonne. Elle est là. Alors l'intersection, c'est quoi l'intersection? C'est la probabilité cherchée. Et donc la probabilité que les lois normales sont très réduites soit inférieure ou égale à 0,25, c'est-à-dire la fonction de répartition phi au point 0,25 égale à quoi? Voilà la probabilité.
elle est à l'intérieur. Je donne un autre exemple. Si je veux calculer la fonction de répartition des lois normales sont très réduites au point 0,5. C'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la probabilité que z soit inférieur ou égal à 0,5. La même chose, je vais décomposer. Mais maintenant, c'est quoi mon 0,5? Mon 0,5, c'est simplement 0,5 plus 0,0. Pourquoi? Il est où le 0,5? Voilà, la ligne. Voilà, la ligne bleue. Voilà le 0,5. Et le 0, la colonne bleue. Voilà, le 0, c'est la colonne bleue. L'intersection, c'est la probabilité. 0,6915. Voilà, elle est là. Si mon z est négatif, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les 5 propriétés que j'ai citées précédemment. Alors, vous allez voir comment procéder. Alors, regardez par exemple. Comme j'ai signalé, ça y est, on a trouvé la fonction de répartition au point 0,25. Voilà, elle est là la probabilité. Maintenant, si je veux calculer la probabilité que z soit supérieur strictement à 0,25, ça y est, je passe au complémentaire. C'est 1 moins la probabilité que, ici, inférieur ou égal. C'est quoi inférieur ou égal? C'est la fonction de répartition au point 0,25. Alors, 1 moins la valeur qu'on a trouvée, voilà, elle est là. 1 moins, je trouve ma probabilité. Phi de moins z, c'est quoi? C'est 1 moins phi de z. Voilà. Phi de moins z, c'est 1 moins phi de z. Et donc, phi de moins 0,25, c'est quoi? C'est 1 moins phi de 0,25. Ça y est, je remplace toujours ma probabilité. Elle est là et je trouve la probabilité. Maintenant, si la loi normale sont très réduites, z il est compris entre deux valeurs. Il appartient à l'intervalle moins 0,25 et 0,25. C'est-à-dire en valeur absolue, il est inférieur à 0,25. Alors, on connaît la formule. C'est quoi? C'est la fonction de répartition au point droite moins la fonction de répartition au point gauche. Voilà, elle est là. Phi de 0,25 moins phi de moins 0,25. Alors, phi de 0,25, elle est là. Et on a vu que phi de moins z, voilà, elle est là. Phi de moins z, c'est 1 moins phi de z. Voilà, 1 moins phi de z. Et de quoi est-ce que vous allez avoir? Le moins avec le moins, c'est 2. Et donc, c'est phi de z. Voilà, elle est là, moins 1. Je remplace ma probabilité. Elle est là et je trouve la probabilité. Vous voyez l'intérêt fondamental des tables statistiques des lois normales sont très réduites. Il nous permet de calculer des probabilités demandées, c'est-à-dire l'évaluation de la fonction de répartition en un point donné, qu'il soit positif ou négatif. La table statistique il nous donne des valeurs positives, mais après, via ces transformations-là, je peux passer d'une valeur positive à une valeur négative. Maintenant, ce qui nous intéresse et ce qui est fondamental, si maintenant vous avez une loi quelconque de moyenne mi et de variance sigma carré, je n'ai pas une table statistique associée à chaque loi normale, mais je vais à travers la transformation qui me permet de passer des lois normales sont très réduites, ou bien des lois quelconques à une loi normale sont très réduites, de calculer la probabilité demandée associée à une loi qui n'est pas centrée réduite. Alors, vous allez voir comment je vais faire. Alors, regardez. Si maintenant mon x est suit une loi normale mi et sigma carré, ben on a vu cette transformation. Je pose z, c'est quoi? C'est x moins mi sur sigma. Alors, je suis sûr que x moins mi sur sigma et suit une loi normale sont très réduites, 0, 1. Et dans ce cas, ça y est, je vais appliquer la table statistique à la variable aléatoire continue z qui suit une loi normale sont très réduites. Ben, je donne un exemple, ça y est, pour clarifier les choses. Si la moyenne mi, voilà, votre x, il suit une loi normale de moyenne mi égale 72, et la variance ici, sigma carré égale 64, c'est-à-dire l'écart type sigma égale à 8. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? X moins mi, voilà, 72, x moins 72 sur 8. Alors, x moins 62 sur 8, il suit une loi normale sont très réduite. Mais moi, je veux calculer cette probabilité. C'est quoi la probabilité que x soit supérieur à 80? X, il n'est pas très réduite, sa loi normale. Alors, x supérieur strictement à 80, je vais passer au complémentaire. C'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 80. Ça y est, je vais appliquer la transformation ici. Regardez, c'est quoi le z? X moins mi sur sigma. X moins 62 sur 8. Ici, vous avez que x. Donc, je vais appliquer à gauche et à droite la même transformation. X moins 62 sur 8. Et ici, 80 moins 62 sur 8. Voilà. Le x, elle est là. Le 80, elle est là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retranché la moyenne et divisé sur les quartiers. Pourquoi? Parce que cette variable aléatoire, c'est notre z. Voilà, elle est là. Et qui suit une loi normale sont très réduites. C'est-à-dire que je peux appliquer la table statistique à z. Et ici, si je calcule, je vais trouver 8 sur 8, ça donne 1.
Et donc ça c'est quoi? La probabilité que z soit inférieur ou égal à 1. Voilà, votre z, c'est une loi normale sont très réduites, et donc c'est la fonction de répartition au point 1. J'utilise la table statistique, ça c'est quoi exactement? C'est l'intersection de la ligne 1 avec la colonne 0. Et donc voilà, je trouve ma probabilité, et je fais 1 moins la probabilité, je trouve la probabilité demandée. Donc finalement, on a trouvé la probabilité qu'une loi quelconque, normale, soit super strictement à 80, voilà, elle est là. En utilisant cette transformation linéaire, c'est-à-dire je dois passer des lois quelconques à une loi sont très réduite pour appliquer la table statistique. Alors fin et bon courage.